Voilà, bonjour tout le monde. Avec vous, Mohamed Najmi, formateur en finance, gestion et fiscalité. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le cours de l'impôt sur société, ce qu'on appelle l'IS. Donc cette séance est réservée pour la partie pratique ou pour la partie théorique. Voilà, dans cette partie, on va voir c'est quoi l'impôt sur société. On va essayer de définir l'IS, le champ d'application et la territorialité de l'IS. Après, on va essayer de présenter les types de sociétés au Maroc et je vais focaliser le travail sur les sociétés privées pour dire voilà les personnes qui sont concernées par l'IS, les personnes qui sont exclues du champ d'application de l'IS et les personnes exonérées. Dans un troisième temps, on va discuter la base imposable, ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire le montant sur lequel je calcule l'impôt sur société. Et pour cela, on va déterminer quelques produits imposables. On sait que la majorité des produits, ce sont des produits imposables. On va citer quelques exemples. Les produits non imposables, c'est-à-dire les produits exclus de l'IS, et les charges déductibles, les charges que j'ai le droit à déduire afin de minimiser le résultat et comme ça minimiser l'impôt sur société. Bien sûr, les charges non déductibles, on va les traiter dans des exercices. Donc, on va discuter en détail sur chaque type de charge. Et après, je vais parler un peu sur les déficits reportables, comment on fait la soustraction des déficits reportables et la cotisation minimale, c'est-à-dire le minimum à payer par la société, comment on compare l'IS calculé avec la cotisation minimale et comment on détermine l'IS dû. Et bien sûr, dans les exercices, on va travailler sur des cas des entreprises exportatrices qui réalisent un chiffre d'affaires à l'étranger et un chiffre d'affaires au Maroc. Dans un dernier temps, on va éclairer comment on fait le paiement, comment on paye les acomptes et comment on calcule tout d'abord les acomptes et les dates de paiement de chaque acompte. Voilà. Donc l'impôt sur société, c'est le deuxième volet de la réforme fiscale. C'est le Code général des impôts, le livre devant vous. Donc le livre هذا كان déjà قبل عندنا le code de la TVA, le code de l'IR et le code de l'IS. Je mets en un seul bouquin, c'est le Code général des impôts. Bien sûr, toujours le Code général des impôts est actualisé. Pour cela, vous trouvez 2019, 2015, 2014, etc. C'est-à-dire en essayant d'ajouter les modifications et les nouveautés de chaque loi de finances de l'année concernée. Voilà. Donc à partir de 1987, on a remplacé l'impôt sur le bénéfice professionnel, IBP, par l'IS qui est l'impôt sur société. Donc نشرت في البلتان officiel في 21/1/87 وبدأ بها le travail. Très bien. Si on veut définir cette fois l'impôt sur société, l'IS, tout d'abord, on va dire que c'est un impôt direct. Et vous savez pourquoi on a dit c'est un impôt direct. Donc, on a dit qu'il y a des impôts indirects, c'est des impôts payés d'une manière indirecte à l'État à travers un intermédiaire. C'est le cas de la TVA. Qui paye la TVA, c'est le consommateur final, acquis à l'État, mais à travers l'entreprise qui joue le rôle d'intermédiaire ou les entreprises généralement. Mais l'impôt sur société qui est l'IS, payé toujours par les entreprises, mais acquis à l'État d'une manière directe. C'est l'État qui paye à la direction des impôts, au service de perception, la somme ou le montant de l'IS calculé sur le résultat fiscal réalisé au cours de l'année, bien sûr, après euh, la comparaison entre l'IS calculé et la cotisation minimale. Donc, on peut dire aussi que l'impôt sur société est un impôt obligatoire. Obligatoire, c'est pas facultatif, c'est exigé par l'État, c'est par l'intervention de l'État. On ne peut pas dire que cette année, on ne va pas payer l'impôt. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, on paye l'impôt sur quoi? Sur les produits, sur les biens, sur le revenu des sociétés de capitaux par principe et les sociétés de personnes par option. Pourquoi j'ai dit par option? C'est-à-dire que les sociétés les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, non, donc les sociétés généralement comme des personnes morales. Vous savez qu'il y a des personnes physiques, c'est moi et vous, on a une personnalité, euh, une, euh, une personnalité juridique avec un nom, un prénom, une adresse, etc.
Les sociétés aussi ayant une personnalité, mais cette fois morale. Donc cette personnalité morale, donc on dit que la société, donc elle a une personnalité indépendante juridiquement, mais c'est pas une personnalité physique, mais morale. Donc les sociétés, soit les sociétés de capitaux qui sont optées obligatoirement par l'IS, ou les sociétés de personnes qui sont normalement et par défaut optées par l'IR, mais ayant le choix d'être optées ou soumises à l'IS, l'impôt sur société, par une demande. Voilà, concernant le champ d'application, c'est-à-dire sur quoi on applique l'impôt sur société. L'impôt sur société appliqué sur les biens possédés au Maroc, une entreprise étrangère qui possède des biens au Maroc et qui tire des bénéfices sur l'utilisation de ces biens, supposons que ces biens ce sont des logements, donc elle fait la location de ces logements et elle tire des bénéfices, donc doit payer l'impôt sur société sur les bénéfices, sachant que les bénéfices bien sûr inscrits dans le bilan de la société et bien sûr dans l'actif et précisément dans l'actif immobilisé de la société. Sur les activités exercées au Maroc, une entreprise étrangère qui réalise des activités au Maroc, prenons l'exemple de Renault, c'est une entreprise française qui exerce des activités au Maroc et qui tire des bénéfices au Maroc, donc elle doit payer à l'État l'impôt sur l'ensemble des bénéfices réalisés au Maroc. Des opérations lucratives, c'est-à-dire bénéficiaires réalisées au Maroc, soit d'une manière permanente ou à titre occasionnel, c'est-à-dire pendant une durée limitée. Prenons l'exemple d'une société qui donne des formations, donc qui donne une prestation de service sous forme de formation. Donc elle est s'installée à Tanger et elle a fait des formations aux étudiants ou aux personnes ayant le besoin de cette formation et il va tirer des bénéfices. Donc les bénéfices réalisés à travers la formation sont grevés ou taxés par l'impôt sur société. Voilà, ça c'est concernant le champ d'application. On peut dire que toutes les sociétés qui réalisent des bénéfices à raison de l'ensemble des sous-produits imposables au Maroc doivent payer l'impôt à l'État si l'entreprise fait ses bénéfices à titre occasionnel ou d'une manière permanente. Voilà, concernant la territorialité, ce qu'on a déjà mentionné, c'est que toutes les sociétés qui réalisent des bénéfices au Maroc à titre occasionnel ou d'une manière permanente doivent payer l'impôt à l'État. Donc, soit des entreprises marocaines qui travaillent au Maroc, soit des entreprises étrangères qui travaillent ou qui réalisent des bénéfices au Maroc. Et bien sûr, les entreprises marocaines qui réalisent des bénéfices hors le Maroc sont exonérées. Et bien sûr, les entreprises qui réalisent des bénéfices, des entreprises étrangères qui réalisent des bénéfices hors le Maroc, forcément sont des sociétés hors champ d'application. Donc on ne peut pas demander à une entreprise française qui réalise des bénéfices à l'Espagne de payer l'IS à l'État, au Maroc. Voilà. Donc ça c'est concernant la territorialité. Voilà, si on veut déterminer les personnes qui sont imposables, les personnes exclues et les personnes hors champ, donc on va commencer par la présentation des types des entreprises privées au Maroc. Mais tout d'abord, c'est quoi une entreprise? Vous avez déjà défini l'entreprise selon plusieurs approches, mais l'approche très connue et l'approche traditionnelle, c'est l'approche économique qui nous dit que l'entreprise, c'est une unité économiquement et juridiquement autonome qui vise, c'est-à-dire elle a comme objectif la production ou la commercialisation des biens et des services, ou les deux à la fois, la production et la commercialisation des biens et des services destinés vers un marché pour réaliser un bénéfice. Donc toujours la finalité, c'est une finalité économique. Ils peuvent être donc les finalités cachées derrière des finalités sociales ou sociétales, mais toujours la finalité, la vraie finalité, c'est la finalité économique. Donc, à partir de cette question, on peut dire que l'entreprise peut être une société, comme il peut être une entreprise individuelle. Quand je dis une société, c'est-à-dire au moins deux personnes qui mettent en commun leurs moyens pour partager le bénéfice. Normalement, pour supporter ou pour partager le résultat. Soit on va supporter les pertes ou on va partager les bénéfices. Ou une entreprise individuelle, c'est-à-dire une seule personne
qui fait son projet. Voilà. Donc les sociétés au Maroc sont de deux types généralement. Donc on va ajouter le troisième type, mais généralement sont de deux types. Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Bien sûr, les sociétés de capitaux, à titre d'exemple, les sociétés anonymes, les SA, les sociétés commandites par action. Donc ce qui caractérise les sociétés de capitaux, c'est la responsabilité limitée. C'est-à-dire, les personnes sont engagées à la limite de leur apport. Si on a des problèmes financiers, on ne peut pas toucher les moyens propres des associés. يعني كاين واحد لو بروبليم ولا درنا لا فايت ما نقدروش نقيسوا لا فواتور والفيلا واللوجمون والابارتمون ديال لاسوسيي سولمون لابور باش داخل معنا في لا سوسيتي الا هو مساهم ب 5 مليون au max غادي تمشي ليه 5 مليون. Donc la responsabilité toujours est limitée à quoi? Limitée au niveau ديال les apports. Les sociétés de personnes, non. Donc, à titre d'exemple, tout d'abord, il y a les sociétés en nom collectif, les SNC, et les sociétés commandites simples, SCS. Donc, ce type de société, donc bien sûr les sociétés de fait, les sociétés de participation, etc. Donc, ces sociétés sont caractérisées par la responsabilité illimitée, c'est-à-dire on peut toucher les moyens propres d'un des associés, يعني كنشوفوا l'associé principal, ونمشيو نبيعوا ليه الاملاك ديالو ونديروا الغومبورسمون ديال ليتا ديال البيرسونيل ديال لي زوبليغاتير اكسيتيرا ومن بعد هو يتفاهم مع لي زاسوسيي ديالو فوالا. Les sociétés de capitaux sont caractérisées par la responsabilité limitée, mais par la complicité des procédures de création. Donc, fait de la responsabilité limitée, mais la procédure est très compliquée. Si vous prenez un exemple pour les sociétés anonymes, pour créer une société anonyme, on a besoin de 5 personnes, on a besoin d'un capital de 30 millions de centimes, c'est 300 000 dirhams. Si on fait l'appel à l'épargne, c'est-à-dire si on a fait l'appel à l'épargne, le public a des obligations et comme ça, elle va gagner ou elle va tirer des bénéfices à l'acquisition des obligations, le capital x 10, c'est-à-dire 30 millions de centimes x 10, c'est 300 millions de centimes, 3 millions de dirhams. Voilà, donc vous voyez qu'il a créé une société anonyme, c'est compliqué un peu, parce que 5 personnes, donc نقدر نكون غير انا واحد لامي ديالي او لا بغينا نكريو société. Donc les sociétés de capitaux font la procédure un peu compliquée, mais la responsabilité limitée c'est un avantage. Pour les sociétés de personnes, la procédure est très simple, mais la responsabilité c'est illimité, c'est un inconvénient. Voilà, mais pour donc on a créé donc une forme hybride, l'isminaha la SARL, la société à responsabilité limitée. Donc, je n'aurais dit qu'on fait de la société à responsabilité limitée 1, et selon le nom de la responsabilité est limitée aux apports. On ne peut pas toucher les moyens propres et les propriétés des associés. Et de plus, la procédure est très simple. Pour créer une société anonyme, SARL, société à responsabilité limitée actuellement, donc le capital c'est zéro. Donc, il n'y a pas de capital exigé par l'État. Le nombre de personnes, c'est au moins 2 personnes, mais on peut créer une société associée unique. C'est avec une seule personne. يعني ممكن بوحدين créer واحد la salle associée unique. Vous voyez que la procédure est très simple, la responsabilité est limitée, et pour cela vous trouvez toujours يعني ملي كتكون في البولفار غادي ولا هكا كيبان لك بزاف ديال لي بانو فيهم la forme juridique SAR. Donc il y a les كتيرة لهاد les raisons. La responsabilité limitée et la procédure est très facile. Donc, je peux dire maintenant que les sociétés de capitaux, vous voyez, les sociétés de capitaux, plus la SARL, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée, sont optées par quoi? Par l'impôt sur société. L'impôt sur société. Mais pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, donc à titre d'exemple, commerçants individuels, prestataires de services, transport agréé, ou là, tenant d'un café, ou la personne a un café, ou un snack, ou un restaurant, donc c'est une entreprise individuelle. Donc les sociétés de personnes et les sociétés individuelles, les entreprises individuelles sont optées par l'IR. Mais j'aime bien de mentionner que sous conditions. Donc, à titre d'exemple, pour les sociétés de personnes, par défaut, sont optées par l'IR,
mais à condition l'ensemble des associés sont des personnes physiques. يعني إلا لقيت une société de personnes, à titre d'exemple, société au nom collectif, فيها غير les personnes physiques, par défaut راه خاضعة للIR. Si un parmi ces personnes constituant la société est une personne morale, donc la société automatiquement se mise à l'IS. ما بقاتش خاضعة للIR اللي هو l'impôt par défaut ديالها. Voilà, après cette classification des entreprises, on peut facilement maintenant distinguer les personnes imposables, donc toutes les sociétés de capitaux. Donc pour cela, l'article ne dit que les sociétés, quelle que soit leur forme et leur objet, à l'exception de celles visées au troisième article du Code général des impôts. Quelles sont les personnes ou les sociétés visées dans cet article? C'est les sociétés de personnes, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés à l'exclu des sociétés de personnes. Tous les établissements publics sont optés par l'IS, voilà, bien sûr, ayant des activités, des opérations à caractère lucratif. Les associations et les organismes légalement assimilés, الجمعيات راه خاضعين l'IS, ولكن on parle ici à des associations à but lucratif, يعني les associations اللي الهدف ديالهم ربحي. Donc هنا j'aime bien de parler un peu على les associations. مثلا كيقول لك une personne que عندنا واحد l'association كدير مثلا الفورماسيون وكتاخد دي سوم دارجون ولكن راه ما خاضعاش لليس لانها هنا on partage pas les bénéfices. On peut taxer les personnes bénéficiaires من هذا le service هذا ولكن les fonds ils visent à développer l'association, à investir les moyens de l'association et non partager les bénéfices. يعني les adhérents de l'association اللي مشاركين فيها ولا المنخرطين ما كيقتسموش لي بينيفيس. الا اقتسموا لي بينيفيس كنقولوا هاد لاسوسياسيون ابيك لوكراتيف، دونك الهدف ديالها ربحي. سينون درنا واحد لاكتيفيتي ودخلنا فلوس غير بور نشريو لي مويان اكسيتيرا، هنا اون بارل با à une association à but lucratif. Donc les associations à but lucratif sont optées par l'IS, les autres associations sont exonérées. Les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissent pas aux personnalités morales aussi, et dont la gestion est confiée aux organismes de droit public ou privé. Voilà, l'IS. Les centres de coordination d'une société non résidente aussi khada l'IS, puisqu'il exerce une activité au Maroc. Donc non résidente, يعني ماشي المقر ديالها ولا le siège ديالها في المغرب ولكن exercer des activités au Maroc. Ces personnes sont des personnes imposables. Les personnes qui sont exclues au champ d'application, tu vas me dire directement les premières personnes, c'est les sociétés de personnes. هادو خارجين من l'IS, اللي قلنا opté par l'IR. Donc les sociétés au nom collectif, les sociétés commandites simples, les sociétés de participation, les sociétés de fait, tous ces types de sociétés sont des sociétés considérées comme des sociétés de personnes. Plus les sociétés à objet immobilier. Les sociétés à objet immobilier, هما les sociétés اللي كيكون les logements à titre nominatif، يعني بسميت لي بيرسون ديالها. مثلا بحال وداديه كيتكونوا تيتجمعوا هذوك الناس كيديروا سو فورم، يعني واحد الوداديه بريسك سو فورم سوسيتي اللي الهدف ديالها انهم يبنيو يعني دي لوجمون ولكن هما يستافدوا منهم، ماشي الهدف ديالهم انهم يكوميرسياليزيو هاد لي لوجمون. تري بيان. دونك هادو اوسي لي groupements d'intérêt économique، يعني un ensemble de sociétés qui partagent les moyens de production afin de rentabiliser et renforcer l'activité ديالهم. هذاك le groupement c'est exclu au champ d'application ولكن les sociétés participant au groupement راهم خاضعين l'IS. Pour éviter la double taxation, donc on exclut le groupement d'intérêt économique de l'IS. Voilà. Il y a les sociétés qui sont exonérées. Donc les personnes c'est exclu au champ خارجين المجال ديال اليس ولكن هادو normalement par défaut sont optés par l'IS وخرجناهم درنا لهم l'exonération pour des raisons soit sociales ou économiques. Donc qui sont les associations et les organismes au but non lucratif bien sûr اللي ما عندهمش هدف ربحي كجمعيات راه ما خاضعينش اليس. Les coopératives إلا كان le chiffre d'affaires ديالهم قل من 5 millions de dirhams. Donc le chiffre d'affaires كان à chaque loi de finances غادي وكينقص حتى وصلنا دابا ل 5 millions de dirhams. Bien sûr كبر من 5 millions de dirhams sont optés par l'IS. Les sociétés de l'élevage
voilà, de bétail pour des bénéfices provenant de cette activité. Les sociétés agricoles اللي عندهم le chiffre d'affaires inférieur que 5 millions de dirhams, يعني بحال les coopératives, et les entreprises exportatrices pendant les 5 premiers exercices d'exploitation, c'est-à-dire à partir du premier jour de la première opération de vente. يعني les sociétés qui exportent à l'étranger, نهار يديروا أول عملية ديال الفونت ولا ديال l'achat كيبدا نحسبوا لهم 5 ans. Pendant 5 ans sont exonérés, à partir de 5 ans sont optés بواحد le taux اللي هو taux spécifique اللي هو 17,5% et on va voir ça après. Voilà. Donc pour déterminer la base imposable ou l'assiette, on se base sur le CPC. Si on prend le CPC d'une société, on trouve quoi? On trouve le résultat comptable. Et c'est quoi le résultat comptable tout simplement? C'est l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges. C'est-à-dire la classe 7 moins la classe 6. Est-ce que seulement les produits d'exploitation? Non. Les produits d'exploitation, plus les produits financiers, plus les produits non courants. Est-ce qu'on déduit seulement les charges d'exploitation? Non. Les charges d'exploitation, moins les charges euh, financières et moins les charges courantes. C'est-à-dire l'ensemble des produits, moins l'ensemble des charges, sans poser la question, est-ce que cette charge ou ce produit accepté fiscalement ou non? Après, le résultat sur lequel on calcule l'IS, c'est seulement le résultat fiscal, qui égale quoi? Seulement les produits imposables, c'est-à-dire les produits soumis à l'IS, et seulement on déduit seulement les charges déductibles, c'est-à-dire les charges qu'on a le droit fiscalement à déduire. Donc maintenant, pour calculer le résultat fiscal, on se base sur le résultat comptable. C'est-à-dire il faut exploiter le résultat comptable mentionné sur le CPC, bien sûr élaboré par le comptable pendant une année de travail pour déterminer le résultat fiscal. Donc maintenant, pour passer au résultat comptable, du résultat comptable vers le résultat fiscal, on fait quoi? On va réintégrer toutes les charges déduites par le comptable et non acceptées fiscalement. À titre d'exemple, les charges sans facture. Si on trouve que le comptable a déduit une charge sans facture, on va faire quoi? On va réintégrer cette charge au résultat pour dire au comptable, vous n'avez pas le droit de déduire cette charge. Et on va exclure tous les produits qui sont non imposables pour éviter la taxation de ces produits. Donc on trouve que le résultat comptable, le résultat pardon, fiscal égal, le résultat comptable avant impôt, c'est l'impôt qu'on cherche à calculer, plus les réintégrations fiscales, et je dis les réintégrations, ce sont des charges non acceptées fiscalement, moins les déductions fiscales qui sont des produits non imposables, et moins les reports déficitaires imputés, c'est-à-dire les déficits des années précédentes. Voilà, on va voir comment on déduit les déficits des années précédentes. Voilà, concernant les déficits reportables, donc la loi nous dit que on a le droit de déduire les déficits réalisés pendant les exercices précédents, mais on a le droit de déduire seulement les déficits de 4 ans précédents si le déficit est hors amortissement et j'ai le droit de déduire les déficits vient de l'amortissement sans limitation en termes de temps. À titre d'exemple, supposons que vous travaillez sur l'exercice 2020. Vous avez le droit de déduire les déficits réalisés en 2019, si vous réalisez des déficits en 2019. Quand je dis des déficits, c'est-à-dire les produits moins les charges, c'est un résultat négatif. Donc j'ai le droit aussi de déduire, avant de calculer l'impôt, les déficits de 2018. J'ai le droit de déduire les déficits de 2017. J'ai encore le droit de déduire pardon, les déficits de 2017, de 2016, pardon, mais je n'ai pas le droit de déduire tous les déficits de 2015. Je vais déduire seulement les déficits de l'amortissement. يعني les dotations d'amortissement اللي كانوا عندي هما اللي عندي الحق نحيدهم. أما les déficits اللي هما hors amortissement,
j'ai pas le droit de les déduire. Voilà. Et bien sûr, il a qu'en 2014, 2013, etc., j'ai le droit de déduire les déficits, les romans, j'ai l'amortissement sans plafond en termes d'années. Donc, le comptable, je je vais commencer par les déficits hors amortissement, les limitation de 4 ans, لان لا بقات عندي شي حاجه في 2015 ما بقاش عندي الحق انني نقصها ولي ديفيسيت d'amortissement كنخليهم هما الاخرين لان ما عنديش limitation en termes de temps. Voilà. Donc on a dit on applique l'impôt sur société sur le résultat fiscal et non sur le résultat comptable. Et le résultat fiscal, c'est quoi? C'est seulement les produits imposables moins les charges imposables. À titre d'exemple de produits imposables, le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est un produit imposable. Les produits financiers, bien sûr, avec tous ces types, ce sont des produits imposables. Les produits non courants, ce sont des produits imposables. Les subventions, les dons reçus, etc., ce sont des produits imposables. On peut dire que la majorité des produits, ce sont des produits imposables. On trouve quelques cas exceptionnels qu'il faut les déduire avant d'éviter la taxation de ces produits non imposables. À titre d'exemple, les dividendes. Les dividendes bénéficient d'un abattement de 100% libératoire. Donc, je fais la déduction des dividendes qui sont déjà comptabilisés par le comptable, c'est-à-dire qui sont déjà intégrés dans le résultat comptable, afin de minimiser le résultat et comme ça éviter la taxation des dividendes. Et c'est comme, puisqu'on prend les produits imposables, on prend aussi les charges déductibles et seulement les charges déductibles, c'est-à-dire les charges qui sont acceptées par le plan fiscal. Mais tout d'abord, pour accepter une charge, il faut vérifier les conditions suivantes. Tout d'abord, la charge doit être engagée pour les besoins d'exploitation, c'est-à-dire liés à l'activité de l'exploitation. Si vous détectez entre les charges données dans un exercice une charge non liée à l'exploitation, à titre d'exemple, les frais de mariage de la fille de gérant. Est-ce que c'est une charge liée à l'exploitation? Automatiquement, c'est hors l'exploitation, donc on n'a pas le droit à la déduire. Si le comptable a déduit cette charge, on va la réintégrer. Donc, de deux, la charge doit être enregistrée en comptabilité, c'est-à-dire justifiée par une pièce justificative et enregistrée sur le journal de l'entreprise. Quand je dis une pièce, une facture, un chèque, relevé bancaire, bulletin de paie, etc., effet de commerce, etc. La charge doit être engagée au cours de l'exercice pour respecter le principe de spécialisation d'exercice qui nous dit que l'exercice doit bénéficier seulement les produits qui sont concernés par l'exercice et supporter seulement les charges liées à l'exercice. C'est la charge non liée à l'exercice, je n'ai pas le droit de la déduire. C'est l'exemple des charges constatées d'avance. On va les réintégrer. Euh, Quatrième condition, elle doit traduire une diminution de l'actif net. C'est-à-dire, supposons que j'ai fait l'acquisition d'une voiture. Vous voyez que la voiture est classée dans l'actif immobilisé. Donc, je prélève un montant de ma banque pour acheter une immobilisation sous forme d'une voiture. Vous savez que j'ai retranché la somme d'argent de la banque qui est classée dans l'actif, dans la trésorerie active et toujours dans l'actif globalement, et j'ai augmenté la valeur de l'actif immobilisé par l'acquisition d'une voiture, c'est-à-dire j'ai augmenté l'actif. J'ai diminué l'actif et j'ai augmenté l'actif. Est-ce qu'on a une diminution de l'actif ici? La réponse est non. Si on fait l'acquisition d'une construction, si on fait l'achat d'un fonds de commerce, toutes ces opérations ne traduisent pas une diminution de l'actif. Et pour cela, on dit que l'achat des immobilisations ou l'acquisition des immobilisations, ce sont des opérations non déductibles ou liées à des charges non déductibles, et il faut les réintégrer. Mais si je te dis que on a fait l'achat de la matière première, la matière première est une charge, voilà, classée dans le CPC et non dans le bilan, c'est-à-dire j'ai fait le prélèvement d'une somme d'argent de la banque pour acheter
la matière première, donc c'est une diminution de l'actif. Donc je répète, la charge liée à l'exploitation de l'entreprise, la charge enregistrée dans la comptabilité, la charge liée à l'exercice sujet de travail pour calculer l'IS et la charge reflète une diminution de l'actif. Voilà. Donc, j'ai ajouté que les charges déductibles comprennent généralement les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Quelques types de charges non déductibles. Je prends l'exemple des majorations, des pénalités et des amendes. Donc, les majorations et les pénalités et des amendes, elles engagent la responsabilité de l'entreprise qui a fait le retard et qui a fait des problèmes pour payer des majorations, c'est l'entreprise. Donc, l'État dit à l'entreprise, vous n'avez pas le droit de déduire cette charge et minimiser le résultat. Donc, même le comptable, elle a passé cette charge, on va la réintégrer. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise qui n'a pas payé la TVA avant la fin du mois suivant. Il y a une 2 mois à titre d'exemple. Donc, elle va payer la somme de la TVA plus la majoration. Donc, le comptable, il va comptabiliser les deux. Et là, le comptable, il cherche l'équilibre de la trésorerie. Donc, il a une somme d'argent de la banque, elle a payé la TVA plus la majoration. Donc, est-ce que la majoration est fiscalement déductible? Non. Donc, on va la réintégrer au niveau du tableau de passage. Donc, un autre exemple de charge non déductible, c'est les charges payées en espèces et le montant dépasse 5000 dirhams. Si on paye une charge avec un montant qui dépasse 5000 dirhams et le paiement effectué en espèces, on n'a pas le droit de déduire cette charge. Donc, on n'a pas le droit de déduire cette charge. On va faire quoi? On va réintégrer la différence entre le montant de cette charge hors taxe moins 5000 divisé par 1,2. Donc, on va voir ça dans des exercices. Si le montant payé en TTC, on prend le montant payé en TTC moins 5000, le tout divisé par 1,2. Le montant trouvé à réintégrer. Donc, pour dire à l'entreprise, il faut payer soit par chèque ou par virement bancaire ou par une carte magnétique ou un autre moyen hors l'espèce. Voilà. Et باش نعرفوا les entreprises يعني ملي كيخلص par carte magnétique ou là donc un deux comptes bancaires donc les fonds de l'entreprise sont contrôlés ou les fonds sont intégrés le circuit économique. Donc, on peut investir à des fonds, etc. Et éviter يعني, l'argent en espèces stocké عند les contribuables. Donc, un autre exemple des charges non déductibles, c'est l'exemple de l'amortissement. Donc, bien sûr, les dotations d'amortissement, ce sont des charges forcément déductibles, mais à condition, si on n'a pas respecté les conditions de la direction des impôts. Il y a l'amortissement qui est une voiture elle est amortissable, elle est 10 ans, d'accord? On sait que le matériel de transport, les véhicules, généralement sont amortissables là 5 ans ou là 4 ans. Donc il faut respecter les conditions euh, mentionnées par la direction des impôts. Sinon, si on dépasse à des dotations, on va réintégrer la différence. Voilà, ça c'est concernant les charges non déductibles. Un autre exemple, c'est les charges non justifiées par les pièces justificatives. Déjà, دويت على les charges اللي ما عندناش une pièce justificative ولا واحد la facture, واحد le chèque, واحد le bulletin de paie, ou là واحد si vous voulez effet de commerce, ou la contrat d'achat, etc. Ce sont des pièces justificatives. Il est maintenant la pièce justificative, donc qui va justifier le montant? Ou même on a la pièce justificative, on a la facture, mais on n'a pas les conditions qu'il faut mentionner sur la facture. Maintenant, l'identifiant fiscal, ou là, le numéro de la CNSS, ou là, la patente, la taxe professionnelle actuellement, ou là, les coordonnées de le client, le nom du fournisseur, les coordonnées du fournisseur, etc. Donc, il faut mentionner ou la désignation, prêt unitaire, le montant global, le montant de la TVA, etc. Il faut mentionner tous les éléments mentionnés par l'article 145, le Code général des impôts, pour accepter la déduction de cette charge mentionnée sur la facture.
Donc, après le calcul du résultat fiscal, on fait quoi? On applique le taux de l'IS. On a déjà dit que le résultat fiscal, c'est le résultat comptable, plus les réintégrations, les ROMA, les charges non déduites fiscalement, moins les déductions, les ROMA des produits non imposables, moins les reports déficitaires, les déficits des années précédentes, et les canaux hors amortissement, jusqu'à 4 ans, ou les canaux des déficits de l'amortissement sans prendre par considération le nombre des années. Donc maintenant, le résultat fiscal, on applique le taux de 10% si le résultat fiscal est inférieur que 300 000 dirhams. Supposons qu'une entreprise qui a réalisé un résultat fiscal de 150 000 dirhams, donc 150 000 dirhams multiplié par 10%. Le montant trouvé, c'est l'IS calculé. On va le comparer avec la cotisation minimale ou le kbira fihom, doit payer à l'État. Donc l'entreprise doit la payer à l'État. Donc si le résultat fiscal entre 300 000 et 1 million, on va prendre le montant multiplié à 20%. Donc le montant trouvé moins la somme à déduire, il y a 30 000. Donc si cette fois le résultat trouvé après le tableau de passage, le traitement du résultat comptable, le résultat fiscal dépasse 1 million de dirhams, 100 millions de centimes, on va appliquer un taux de 31%. C'est le barème de 2020, moins 140 000. Voilà, à titre d'exemple, il a dit le résultat bénéficiaire de 2 millions. Bien sûr, 2 millions, il a dépassé 1 million. Donc le taux appliqué, c'est combien? C'est 31%. Donc on va prendre 2 millions fois 31% moins 140 000. Donc le résultat ou l'impôt calculé, c'est combien? C'est 480. C'est la méthode rapide. Il y a une autre méthode, donc vous pouvez utiliser la méthode rapide, est très simple. Il y a une autre méthode, la somme à déduire. On fait quoi? On dit que dans ces 2 millions, il y a une partie de 300 000 qui est optée à 10%. On peut appliquer la partie 10%. Et il y a une partie, même 300 000, tel 1 million, il y a 700 000, la tranche ou le taux de 20%. Et l'autre partie qui dépasse 1 million pour arriver à 2 millions, c'est combien? C'est 1 million. 1 million multiplié par 31%. Et toujours on trouve 4000 ou 480 000 dirhams. Donc vous voyez qu'il y a deux méthodes. وحدة فيها la somme à déduire, d'accord? وحدة ما فيهاش la somme à déduire, ولكن كناخدو selon des tranches كل وحدة واللوطو ديالها. J'ai bien de mentionner quelque chose, c'est que avant ما كانش عندنا هذا le barème progressif, يعني ما كانش عندنا la somme à déduire, كان عندنا directement un taux كتاخد le résultat وكتضربه في لوطو. كنا كندويو على le barème proportionnel, كانت le résultat proportionnel avec le taux. Et là, vous voyez que le développement du résultat, c'est pas forcément proportionnel avec le taux, donc il progresse d'une manière progressive. Donc après le calcul de l'IS calculé, on pose la question, est-ce que l'IS calculé, c'est le montant que l'entreprise doit payer à l'État? La réponse directement, non, c'est pas forcément. Il faut tout d'abord le comparer avec la cotisation minimale. Et c'est quoi la cotisation minimale? C'est le minimum que l'entreprise doit payer à l'État. Bien sûr, on compare l'IS dû avec la cotisation minimale, donc le plus élevé payé à l'État, sachant que le montant trouvé, les deux, le kbir fihom, doit être supérieur à 3000. Si les deux inférieurs à 3000, on va payer 3000. Très bien. Donc, comment on calcule la cotisation minimale? Donc, on prend la base de la cotisation minimale, qui est le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, le chiffre d'affaires hors taxe, plus le produit accessoire. Il a le loyer, on va l'ajouter. Il a notre transport comme produit accessoire, on va l'ajouter, etc. Si on a des produits financiers, bien sûr, je ne compte pas les dividendes. Les dividendes sont bénéficiant d'un abattement à 100%. Donc, je mets les produits financiers, plus les subventions, les primes et les dons reçus. C'est la base d'imposition. Les radines appliquées le taux de la cotisation minimale. Mais j'aime bien de mentionner avant de parler au taux de la cotisation minimale que l'entreprise
est exonéré pendant les 36 mois de la cotisation minimale. يعني à partir de la date de l'exploitation. يعني من بعد أول عملية ديال الvente ولا ديال l'achat. Bien sûr justifié. Sinon, l'entreprise est exonérée pendant les 60 mois de la date de la constitution. يعني ممكن ندير la constitution de l'entreprise en 2020 ومن بدا l'activité حتى ل 2022. Donc, غادي نكونطيو من 2020 اللي هي la date de la constitution من بعد 5 ans غنولي خاضع la cotisation minimale اولا من 2020 من بعد 3 ans غنولي خاضع la cotisation minimale. اللي سالات اللي قبل غادي تولي خاضع la cotisation minimale. Voilà. من بعد ما عرفت la base de la cotisation minimale, je vais appliquer le taux. شنو هو le taux اللي غنابليكي على la base de la cotisation minimale pour trouver un montant que je peux le comparer avec l'IS calculé, اللي حسبناه على الريزولتا fiscal بالbarème de l'IS. Donc les taux qu'on peut appliquer selon l'entreprise. Si l'entreprise fait la commercialisation, la production des produits de première nécessité, les produits pétroliers, gaz, beurre, huile, sucre, farine, eau, électricité, les médicaments, et là on applique un taux de 0,25%. Sur quoi? Sur le chiffre d'affaires, plus les produits accessoires, plus les produits financiers, plus les subventions, les dons et les primes. Sinon, c'est l'activité, il exerce une autre activité hors les produits de première nécessité. C'est le droit commun. La majorité des entreprises sont optées à 0,5%. J'aime bien de mentionner quelque chose. En 2019, quand 0,75%. ولكن ما تابليكاتش réellement même les déclarations de 0,5%. En l'état, annulات هاد 0,75% وخدمات ب 0,5%. دونك هي النيت اللي رجعنا لها في 2020 وغادي تبقى. يعني بحال تموديفيات في اللوا de finance de 2018 appliquée en 2019 ولكن تانولا باش تانولات حيت ما ابليكيناهاش réellement sur le terrain. Les professions libérales, يعني الناس اللي كيخدموا بلي ديبلوم ديالهم d'une manière indépendante, les avocats, les notaires, l'architecte, les médecins, etc. sont optés à 6%. Voilà. Donc, on a le chiffre d'affaires, plus les produits accessoires, plus les produits financiers, les subventions, les dons reçus, multipliés par 0,5% à titre d'exemple. Le montant trouvé, on va le comparer avec l'IS calculé. Le montant le plus élevé, c'est le montant payé à l'État, sachant que ce montant doit être supérieur à 3000. 3000 dirhams, c'est le minimum à payer au niveau de l'IS. Et au niveau de l'IR, on paye combien? On paye 1500 comme minimum de la cotisation minimale. في l'IR ما خصنيش ننزل في la cotisation minimale على 1500 et في l'IS ما ننزلوش على 3000. Maintenant, on va poser la question comment on va payer l'impôt sur société. Normalement, l'impôt sur société calculé à titre d'exemple en 2019, payé avant le 31 mars 2020. Mais l'État, il te dit quelque chose. Pour payer l'IS de 2019, tu vas me payer en anticipation l'IS de 2019. يعني 2019 qui est avant le 31 de mars 2020, mais غادي تعطيه ليا en avance. Même on ne sait pas le montant de l'IS de 2019, même on ne sait pas le montant. Mais comment on va faire ça? On va prendre l'IS payé par l'entreprise en 2018, كتقول شوف شنو خلصتي en 2018, tu vas le diviser à 4, نقسموه على 4 وتخلصو حتى en 2019. منين نساليو 2019, tu vas calculer cette fois le montant de 2019, لأن عندك دابا les données, عندك le résultat fiscal, عندك le chiffre d'affaires, les produits, etc., la base de la cotisation. Tu vas calculer l'IS calculé en 2019 et la cotisation. Tu compares les deux. Le plus élevé, هو اللي خاصك تخلص en 2019. ولكن déjà vous avez payé des anticipations, عطيتي des acomptes au cours de 2019. هاد les acomptes كتنقصهم حتى هما من l'IS et le reste اللي هو le reliquat غادي تخلصو avant le 31 3 2020. يعني كتبازا على 2018 وكتخلص لنا واحد لافونس في 2019 بحال كتقول هذاك الشيء اللي خلص في 2018 هو اللي خلص في 2019. الا لقينا خاصك تخلص اكثر كتزيدنا هاد الغوليكا.
Très bien. Supposons que en 2018, on a payé 8 millions. C'est-à-dire, en 2019, on va payer en anticipation à 8 millions. Comment on va faire? On va diviser 8 millions à 4 et on va payer 2 millions au 31 mars. On va payer 2 millions en 36. On va payer 2 millions en 39 et on va payer 2 millions avant le 31/12. C'est combien on a payé jusqu'à maintenant? C'est 8 millions. Si on calcule l'IS en 2019 et on a trouvé après la comparaison entre l'IS calculé et la cotisation minimale, on a trouvé que l'entreprise doit payer 10 millions, c'est-à-dire il faut verser de plus 2 millions pour arriver à 2 millions. On a déjà anticipé 8 millions, on ajoute 2 pour arriver à 10 millions. Très bien. Donc on va payer ces 10 millions avant le 31 mars. Mais tu vas payer 2 millions plus le premier acompte de 2020, puisqu'on va répéter la même chose en 2020. En 2020, on va dire on va poser la question combien on a payé en 2019. On a payé 10 millions, 8 millions en anticipation et 2 millions de plus. Donc on va diviser 10 millions à 4, c'est combien? C'est 2 millions 5, c'est-à-dire avant le 31/3/2020, tu vas payer 2 millions, c'est le reliquat de 2019, et tu vas payer le premier acompte de 2020 qui est 2 millions, c'est combien? C'est 4,5 millions. On doit la payer au 31 3. Mais en 36, on va payer seulement 2,5 millions. C'est le deuxième acompte. Et en 39, on va payer 2,5. C'est le troisième acompte. Et avant le 31, quand je dis au 31, c'est-à-dire avant. Et avant le 31/12, on va payer 2,5 et on va répéter la même chose. Tu vas me dire que si on calcule, tout d'abord, si on anticipe au cours de 2019 8 millions, mais au cours du calcul de l'IS de 2019, on a trouvé seulement 6 millions. Donc on va faire quoi? On va dire que au lieu de payer l'IS, donc l'État normalement doit rembourser à l'entreprise 2 millions. L'État il te dit que tu vas retrancher ces 2 millions que vous avez payés de plus au premier acompte de 2020. Donc combien on a trouvé dans l'IS de 2019? On a trouvé 6 millions. 6 millions divisé par 4, c'est 1,5. Normalement, tu dois payer le premier acompte avant le 31/3/2020. Mais déjà, on a un crédit envers l'État de 2 millions. Donc, on va soustraire de 1,5 million, 2 millions. C'est combien? C'est moins 0,5 millions. C'est-à-dire, on n'a rien à payer avant le 31/3. Mais au deuxième acompte, l'entreprise doit payer 1,5 au titre de deuxième acompte. Comment on a trouvé 1,5? C'est 6 divisé par 4. Il faut le payer avant le 36, mais déjà, il ne reste, donc l'État, il reste à payer à l'entreprise euh, un demi-million. Donc on va payer combien? Seulement 1 million au titre de deuxième acompte. Mais au troisième acompte, on va payer 1,5 et en quatrième acompte, on va payer 1,5. Et si on pose la question combien on a payé en anticipation en 2020, c'est pas seulement 1 plus 1,5 plus 1,5, mais 6 millions. D'accord? On a 6 millions. C'est-à-dire, au cours de 2020, si on trouve que l'impôt que l'entreprise doit payer, c'est 12 millions, on va dire 12 millions moins 6 millions, le reste c'est 6. Donc il faut donner un reliquat de 6 millions à l'État avant le 31/3/2021. Voilà, c'est comme ça on fait le paiement des acomptes. Donc les acomptes, l'anticipation, le paiement, قبل ما نعرفوا l'IS réellement payé par l'entreprise, ولكن on a le droit de retrancher هاد les acomptes et le reliquat هي اللي غادي نخلصوا لل'État من بعد ما نحيدوا les acomptes اللي درنا لهم l'anticipation. Merci infiniment pour votre attention. L'autre fois, on va travailler sur des exercices pratiques sur l'IS. Donc, je vais essayer de diversifier les exercices pour travailler sur des exercices avec un chiffre d'affaires seulement
réalisé seulement au Maroc et un chiffre d'affaires, une partie réalisée à l'étranger et l'autre partie réalisée au Maroc pour expliquer comment on peut déterminer la base de la cotisation minimale avec un chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et comment on applique à la fois le taux de 17,5 appliqué sur le résultat fiscal réalisé à l'étranger en adéquat avec le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et en même temps le barème de l'IS avec ces trois différents taux mentionnés sur le barème. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.